qui sont aussi des marqueurs sociaux, évidemment, ça c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Donc je ne peux pas m'affranchir de costumes assez précis. Et parfois c'est assez laid. Parfois il y a des modes, c'est comme maintenant, il y a des modes qui sont pas belles, là, les pantacours, tout ça. Mais les pantalons taille basse, et parfois, si je veux être un peu fidèle, je peux décider des gens dans des tenues vraiment pas très esthétiques, pas très fluides. Enfin, par exemple, et ça partie aussi de la description de Proust, parce que lorsque Swann rencontre Odette, quand elle vient chez lui, elle est habillée d'une robe qui a été caparaçonnée dans une sorte de robe qui est à étages, qui font qu'elle est comme une sorte de scarabée avec plusieurs tronçons. Donc là, pour le coup, la laideur était fidèle. Alors, maintenant nous allons donner la parole à Luc Fray justement sur ce luxe de détails tout à fait fascinant, évidemment. Est-ce que, alors on sait que Marcel Proust ne voulait non pas faire un livre sur des duchesses et des comtesses comme on l'a cru d'abord, hein, comme les premiers lecteurs, les mauvais lecteurs l'ont cru, mais qui voulait trouver et déterminer les grandes lois de l'existence, hein, d'écrire le monde, et pas seulement le monde, le faubourg Saint-Germain. J'aimerais demander à Luc Fray, justement, est-ce que lui aussi, est-ce qu'il avait le sens des détails pour composer ses personnages? Est-ce qu'il a été se souvenir du moindre grain de beauté, du bouton de culotte, etc., pour que ce soit plus vrai que vrai? Oui, tout à fait. D'abord, une chose à signaler, c'est que les gens ne le savent pas, je le révèle aujourd'hui, je crois que Stéphane May ne le sait même pas lui, c'est qu'il est désigné dans la recherche du temps perdu. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, le narrateur, qui a autant d'humour que Proust, décrit le marquis de Cambremer. Et il dit une phrase qui semble désigner très exactement Stéphane May, parce qu'il dit « Le dessinateur qui avait formé le visage du marquis de Cambremer avait choisi pour dessiner son nez la seule direction à laquelle on n'aurait pas pensé. » Donc Stéphane, tu as du boulot. On attend que tu choisisses ta direction. Faut que tu prennes position. Bon. Mais vous savez que Swann, avec son habitude bizarre toujours de penser que les personnages contemporains ressemblent à des personnages de peinture, etc., m'aide énormément. Rémy qui ressemble au Doge Loredan, etc. Moi, je peux dire que Swann, c'est un très bon documentariste pour moi. Documentaliste. Et s'il tombe amoureux, je vais juste dire ainsi, s'il tombe amoureux d'Odette, c'est parce qu'elle lui fait penser à quel tableau La Séphora de Botticelli. Voilà. La plafond de la chapelle Sixtine. Bon, du coup, on va voir ça. Évidemment, on pense à Odette. Mais oui, alors pour répondre plus directement à la question, Proust a une mémoire faramineuse. Et notamment, il se souvient de détails extrêmement nombreux. Il est très polyvalent parce que dans un sens, il fait de la philosophie. Donc, on ne connaît le visage d'Odette que parce que le narrateur est en train de faire un raisonnement. Et donc, on apprend que Odette... Bon. D'un autre côté, il a aussi pas mal raillé le romancier réaliste. Vous voyez, quand le héros aperçoit pour la première fois Albertine sur la plage de Balbec, pendant les 3 ou 4 premières fois, il a remarqué qu'elle avait un grain de beauté qui se promène sur sa figure. Il lui semblait qu'il était là, puis il était là, il était sur la lèvre supérieure, ou alors peut-être sur le menton, et avec un certain humour, le narrateur dit que la 4e fois, sans doute, le grain de beauté s'est fixé définitivement sur le visage, ce qui est une critique sous-jacente au romancier du XIXe siècle, disant en réalité, quand on vous brosse dès le départ un portrait en ne vous faisant grâce d'aucun détail, les sourcils, etc., c'est pas comme ça que vous percevez les gens quand vous les rencontrez. Vous avez une connaissance progressive, vous pouvez douter du visage qui vous a charmé, mais pourquoi au juste? Bon, et donc, alors, il a une mémoire en effet tout à fait extraordinaire et il se documente beaucoup. Comme le fera Stéphane May, parce que même s'il n'y accorde pas
a priori, ce n'est pas son premier but, il veut que tout soit exact. Et donc, il envoie des lettres ahurissantes aux gens, parce qu'évidemment, ils n'ont pas le contexte. À l'époque, la recherche du temps perdu n'a pas encore paru, et donc, c'est une tapisserie retournée. Cher ami, pourriez-vous me dire si, dans quelle mesure, une femme pourrait dire tel mot, pourrait être... comment étaient les coiffures vous vous souvenez, dans ces fêtes des années 1890, etc. Et alors, évidemment, les gens se demandent ce que ça peut donner, et notamment, il a beaucoup harcelé par lettre des dames pour se renseigner très exactement. Et donc, effectivement, il constitue ces personnages de cette manière, même si quand même, la principale caractéristique des personnages de Proust, c'est la racine de votre question, c'est le mystère. Puisque, par exemple, Albertine, elle se tire pour... la critique littéraire avait pensé à ce jeu de mots. À quoi n'a-t-on pas pensé pour Proust? Et donc, le fait est qu'on ne saura jamais, finalement, on ne saura jamais quelle a été sa vie, en quoi sa vie a consisté. Mais un personnage comme Vinteuil, le compositeur Vinteuil, il y a 1 an et quelques, Jérôme Bastianelli a écrit un roman qui est la vie de Vinteuil. Tout à fait passionnant parce qu'il est aussi musicologue, donc il a imaginé Vinteuil, il lui a donné un prénom, Georges, mais qu'il n'a pas dans le roman, et comme il est musicologue, il fait avancer ça, ça nous intéresse, ça. C'est passionnant, voilà. Vous pouvez mieux que moi, et il le fait avancer dans la vie en l'installant dans l'évolution de la musique au XIXe siècle. Et c'est vrai que Vinteuil est un personnage extrêmement mystérieux, et donc il y a toujours il y a une telle richesse dans ces personnages que on a tout à fait conscience qu'on n'en voit qu'une partie. Et le pire, c'est que Proust pensait que ces personnages existaient plus que ce qu'il disait dans son roman. Parce que parfois, il fait des révélations sur des personnages à titre confidentiel à un correspondant que les lecteurs ordinaires n'auront pas. Comme si le personnage était vivant et on aurait pu dire plus de choses sur lui que ce que le vulgaire Pécus va pouvoir lire en lisant La recherche du temps perdu. Donc ça, c'est assez particulier. Jérôme Bastianelli, qui est le président aussi des Amis de Marcel Proust, 50 € par an. Vous êtes membre de cette glorieuse association, dont le siège est à Illiers-Combray. D'ailleurs, où il y a une pâtisserie à la véritable Madeleine de Proust. C'est ici que la grand-mère de Proust achetait les véritables madeleines. Notre érudition s'incline. Alors, pour rapprocher, évidemment, il y a 1000 entrées possibles sur la recherche. Une chose, si ça vous amuse, si ça ne vous amuse pas, on changera, mais peut-être, puisque c'est un petit peu dans l'actualité, l'affaire Dreyfus s'invite, on peut rappeler que Morel, on dit qu'il est un peu pédophile, donc voilà, ça nous ramène à l'actualité, et que l'affaire Dreyfus s'invite dans la recherche, et évidemment que ça déchire les relations sociales. D'ailleurs que le colonel Picard est l'un des personnages de la recherche. Il y a à la fois des personnages, puisque le thème des personnages, il y a à la fois des personnages inventés, des personnages composés d'après plusieurs. Ça aussi, on pourrait en parler. Nos 3 invités pourraient parler, parce que c'est tout à fait passionnant. Hein. On se demande, l'un des autres thèmes, ça pourrait être quelle est la sonate de Vinteuil. Mais parlons peut-être de l'affaire Dreyfus. Robert Cobb, un mot. Oui, si. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans la recherche, il y a à la fois des personnages historiques et des personnages de fiction. C'est que la recherche est aussi une sorte de fresque de la société française de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre. Donc, il mêle les deux. Et il le fait d'ailleurs, comme l'avait fait avant lui, Zola et Balzac, même s'ils se démarquent par rapport aux romans réalistes, et comme le feront après lui ou
en même temps que lui, Jules Romain, Duhamel, Martin Dugard, c'est-à-dire tous ces écrivains qui ont brossé de larges fresques. Parce que c'est une des caractéristiques du roman français, me semble-t-il, à partir du XIXe siècle, que ce ne sont pas, souvent, pas tous les auteurs, des romans isolés, indépendants, comme Stendhal, qui a fait La Chartreuse, a fait avant Le Rouge, mais qui ont voulu bâtir des comédies humaines, des Rougon-Macquart, des Pasquier, des hommes de bonne volonté, c'est-à-dire non pas 5, 10, mais 20, 30 volumes. Et Proust de la même manière, ayant d'abord écrit le début et ensuite la fin, mais Luc Fraisse en parlera mieux que moi, et puis petit à petit, le milieu s'est agrandi, et on peut dire qu'il a poussé les murs pour faire entrer tout ce monde dans la recherche. Et bien entendu, l'affaire Dreyfus fait partie de cette époque, on ne peut pas ne pas en parler. Et à l'intérieur de la recherche, les deux parties s'affrontent. Alors, Proust est Dreyfusard, on le sait, mais il donne largement la parole aux anti-Dreyfusards, bien entendu, d'autant qu'au départ, ils étaient majoritaires, et ce serait tout à fait faussé le portrait de la société de cette époque que de dire non, tout le monde a été Dreyfusard très vite. Non, tout le monde a d'abord été anti-Dreyfusard pendant très très longtemps, jusqu'au moment où l'affaire a basculé en 98, grâce entre autres à J'accuse de Zola. Plus largement, dans la recherche, on traite quand même beaucoup de l'antisémitisme. Et c'est assez curieux de voir que l'affaire Dreyfus, on en parle la première fois, autant que je sais, mais je suis sûr même, dans La langue de jeune fille en fleurs, Mon pays, le pays. C'est lorsque le lift, donc le gars de l'ascenseur, dit au narrateur, qui le regarde un peu éperdué, Dreyfus est coupable, vous verrez qu'on saura bientôt, etc. Et celui-là est informé, etc. Mais enfin, il y a Charlus, après, qui, dans le salon de Madame de Parisie, explique que les Rothschild ont acheté un château et qu'ils ont installé un placard à balai dans le petit boudoir de Marie-Antoinette, je ne sais pas quoi. Et ça se termine par mais il est vrai que ce genre de gens ont fait tellement d'autres choses pour lesquelles ils devraient être en prison. C'est dès le début, dès Une fille en fleurs, l'antisémitisme là. Et ce qui est très curieux, et moi j'ai été très embêté avec ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un écrirait la recherche, il aurait des soucis. Parce que lorsqu'il parle des fillasses mal élevées, lorsqu'il parle donc de l'oncle Nissim Bernard, de tous ces personnages juifs qui sont, de ces fictions vulgaires, qui sont... il y a quand même là-dedans un antisémitisme même qui rappelle presque... Bloch aussi, oui. Qui pleure pour rien. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, vous avez raison, en fait, décombrer, parce qu'il y a le grand-père qui chante la juive, c'est vrai. Rachel, quand du Seigneur. Mais Rachel, quand du Seigneur, c'est après, c'est dans l'autre squad. Mais c'est vrai que l'antisémitisme est là tout le temps. Donc l'affaire Dreyfus, d'ailleurs, c'est presque, puisque ça commence avant l'affaire Dreyfus, on comprend très bien l'affaire Dreyfus, c'est que la France était antisémite. Oui. En fait, ce qui intéresse Proust, c'est la psychologie sociale. Et donc, il y a un grand symbole qui l'a affecté à l'affaire Dreyfus, qui est le kaléidoscope. C'est-à-dire que vous avez des logettes où vous voyez des parties qui voisinent entre elles, mais il suffit de tourner le kaléidoscope et ça se redispose autrement. Et donc, ce qui l'a beaucoup intéressé dans la société, ça a été le fait que des gens qui étaient très amis deviennent ennemis, des gens qui, dans un salon aristocratique, étaient très bien vus, sont bannis, des gens pour lesquels on n'avait pas assez de mépris, au contraire, sont acceptés. Et donc, ces phénomènes de regroupement et de disjonction dont il était extrêmement friand. Alors, il a un côté aussi Saint-Loup, c'est-à-dire que Proust n'est pas engagé. Et donc, on voit d'ailleurs dans sa vie, il était extrêmement tolérant aux antisémites. Bon, je rappelle que, contrairement à ce qu'on dit couramment, on ne peut pas dire qu'il était juif, puisqu'en fait, dans cette maison, il y avait 4 personnes, il y avait 3 catholiques et une juive. La mère de Proust était juive, mais le père était catholique, et le mariage avait eu comme condition que les enfants seraient élevés dans le catholicisme.
Et c'était d'ailleurs une famille extrêmement tolérante, puisque j'ai découvert dans des archives que Proust, pour être baptisé catholique, avait besoin d'un parrain, et c'est la famille Veil juive qui a fourni le parrain catholique. C'était extrêmement, je veux dire, extrêmement tolérant. Et Proust lui-même, bon, fréquentait Léon Daudet, qui était extrêmement haineux, très spirituel en même temps, il faut dire, sur d'autres sujets, mais là, extrêmement haineux pour les juifs. Et lorsqu'en 1919, il y a eu cette vague, cette lynchage médiatique à cause du prix Goncourt, eh bien, l'Action française s'est montrée extrêmement accueillante et publiait très souvent des articles élogieux sur Proust, et Proust acceptait, tout en étant tout à fait lucide, et il disait régulièrement, on place en première page de l'Action française un éloge de moi, là où les autres jours, il y a marqué mort aux Juifs. Donc, voilà. Non, mais si vous voulez, ce qui l'intéresse, lui, c'est ce brassage social que la Grande Guerre, comme on dit à l'époque, la Première Guerre mondiale provoquera de nouveau, et l'image du kaléidoscope réapparaîtra avec ses rotations, qui fait que tous les éléments se redisposent dans la société. C'est ça qui m'intéresse. Luc Fraisse, justement, allons un peu loin, parce que ça me semble capital. Le fait qu'il est tolérant et qu'il ne juge pas ses personnages et qu'il n'est pas engagé au sens moderne, est-ce que c'est pas ça c'est pas un des éléments qui en fait un grand écrivain, justement, puisqu'il est à l'écoute de ses personnages et il les comprend, et son rôle, c'est pas de les juger ou de les accabler, mais de les comprendre. Effectivement, d'abord, il est presque plus chrétien que les chrétiens pratiquants, puisque les personnages ne sont jamais jugés. Par exemple, Mademoiselle Vinteuil, la fille de Vinteuil, qui est une amie qu'elle a, qui après la mort de Vinteuil crache sur le portrait de Vinteuil, dont elles ont accéléré la fin par des souffrances qu'elle provoquait. Alors qu'il adorait sa fille. Voilà, alors qu'il adorait sa fille, donc ça pourrait être abominable. Et bien pour Proust, il y a une rédemption, qui est justement cette scène, avant la mise à mort du baron de Charlus et la reine de Naples, au bras, n'est-ce pas? Eh bien, il y a ce septuor de Vinteuil qui réapparaît bien des années après la mort de Vinteuil, et qui a permis la résurrection de ce morceau de musique qui couronne l'œuvre de Vinteuil. C'est l'ami de Mademoiselle Vinteuil, c'est-à-dire ce personnage qu'on pourrait honnir, qui pourrait nous sembler affreux. Donc, à ce point de vue-là, il y a une sorte de spiritualité supérieure chez Proust pour ces personnages qui fait qu'il y a des motifs de rédemption. Et au fond, il dirait après Platon, nul n'est méchant volontairement, comme le disait Platon. Et oui, il y a cette bienveillance de Proust à l'égard de ces personnages. Alors, la musique et Proust, et on peut dire aussi que je crois que si Racine est l'écrivain le plus cité dans la recherche, je crois que Wagner, et d'ailleurs ce qui prouve sa très grande tolérance, quand on connaît les écrits antisémites Wagner est le musicien le plus cité de la recherche. Est-ce qu'il n'a pas voulu, comme lui, imaginer un art total avec Bergotte, Elzy, Ski aussi, comme on a tendance à oublier, le sculpteur Robert Cohn. Non, ce n'est pas le terme que j'emploierais, d'art total. Certes, Proust s'intéressait à la musique, s'intéressait au théâtre, allait au concert, allait au spectacle. Très souvent suivait le concert ou le spectacle à la maison par le téléphone, car il y avait à l'époque des sortes d'abonnements. On pouvait s'abonner à la Comédie Française par téléphone. Et on pouvait s'abonner à l'opéra par téléphone. Et donc, on avait son écouteur et on suivait. Le son ne devait pas être très bon. Et on suivait la représentation par téléphone. Non, je ne pense pas qu'il a entendu Péléas et Lénison. Oui, tout à fait. Alors, on imagine un peu les grésillements pour le téléphone de l'époque. Non, je ne pense pas que ce soit un art total. Je pense que j'en reviendrai plus volontiers à l'image du kaléidoscope qu'a employé Luc Fraisse tout à l'heure. Ce qui l'intéresse, c'est le fonctionnement d'une société, le psychisme d'une société, l'évolution des opinions dans une société, des comportements. Et cela est extrêmement moderne, même si
je commets un anachronisme, il étudie au fond la naissance du politiquement correct. Et Luc a fait allusion à ces personnages qui sont célébrés, adulés, invités partout, et qui ensuite, pour des raisons plus ou moins obscures, sont poussés à la marge, bannis et finalement maudits. Et on n'a pas besoin de chercher très loin aujourd'hui pour avoir des artistes qui sont couronnés, adulés, et ensuite un grand éditeur refuse de publier ses mémoires. Enfin, le ridicule ne tue plus depuis longtemps, mais il y a déjà ces mécanismes. L'opinion est versatile, l'opinion change. Alors, ce n'est pas l'opinion publique, mais c'est l'opinion d'une certaine société. Mais comme c'est cette société qui fait la loi, il est évident que ça tient lieu d'opinion publique. Par ailleurs, les journaux, dans la recherche, jouent un grand rôle. Les personnages, la recherche, lisent les journaux, écrivent dans les journaux, sont attentifs à ce qu'on dit d'eux éventuellement dans les journaux. Et je crois que Luc pourrait en dire un mot sur la place de la presse dans la recherche. Alors, justement,